Au cœur de l'Iran actuel, il y a un message. Un message gravé à même la montagne et qui est resté un véritable mystère pendant des milliers d'années. C'est l'œuvre de rois oubliés qui attendait juste qu'on la déchiffre. Alors partons ensemble à la découverte de cette histoire absolument fascinante. Alors essayons de nous représenter la scène. Une paroi rocheuse, immense, abrupte, quasiment inaccessible. Cette gravure, qui date du 19e siècle, elle capture vraiment bien l'atmosphère du lieu. Son côté dramatique est complètement isolé. La première question qui vient à l'esprit, c'est « mais comment ?» Et surtout, pourquoi quelqu'un a-t-il pu se lancer dans un travail pareil ? Voilà la grande question, celle qui a intrigué les voyageurs et les savants pendant des siècles et des siècles. Et pour y répondre, il faut d'abord qu'on s'intéresse au lieu lui-même. Ces inscriptions, elles se trouvent dans la chaîne de montagnes d'Alvande. Alors la question se pose, pourquoi est-ce qu'un roi choisirait un endroit aussi reculé, aussi difficile d'accès pour y graver un monument royal ? Qu'est-ce que cet endroit avait de si spécial ? En fait, ce lieu porte un nom assez évocateur, Ganj-Nameh, ce qui veut dire « le livre du trésor ». Et les descriptions anciennes, comme celles qui accompagnent cette gravure, nous parlent d'un paysage qui était à la fois magnifique et très austère. C'était en quelque sorte une oasis de fraîcheur, un refuge parfait pour échapper à la chaleur écrasante de la plaine en contrebas. On peut tout à fait imaginer les rois achéménides y avoir une résidence d'été, un lieu où, d'après les textes, ils venaient chercher la fraîcheur et la solitude. Et pourtant, la question reste entière. Si c'était un lieu de retraite privé, pourquoi y laisser une proclamation aussi publique, aussi permanente ? À moins bien sûr que le public visé ne soit pas du tout celui auquel on pense. Pour le découvrir, il n'y a pas le choix, il faut se pencher sur les mots eux-mêmes. On passe donc du « où » au « quoi ». Au texte, parce que pendant des siècles, ces signes étranges en forme de clous, c'était une énigme totale. Personne ne savait ce que ça voulait dire. Voilà à quoi ça ressemble de plus près. C'est ce qu'on appelle l'écriture cunéiforme, l'un des plus anciens systèmes d'écriture au monde. Chaque signe a été méticuleusement, patiemment taillé dans le granit. Un travail de titan. Il faut bien réaliser, plus de 2 millénaires de silence. Les gens du coin l'appelaient le livre du trésor. Ils étaient persuadés que ça indiquait l'emplacement d'une fortune cachée. La vérité, quand elle a été révélée, s'est avérée être un trésor, oui, mais d'un tout autre genre. Et puis voilà, le silence s'est rompu. Voici les premiers mots de la traduction. C'est une proclamation qui traverse 2500 ans pour nous parvenir. Ce n'est pas une carte au trésor, non, c'est une déclaration de foi, et surtout de pouvoir. Juste une petite précision technique. Cette écriture cunéiforme, on l'a trouvée un peu partout au Proche-Orient ancien. Mais cette version-là, c'est ce qu'on appelle le vieux perse. Et il a été développé spécifiquement pour ce genre d'inscription royale monumentale. Et le voilà, le nom qui résout l'énigme, Darius le Grand, l'un des plus puissants souverains de l'Empire achéménide. Mais le point vraiment crucial, ce n'est pas seulement de savoir qui c'est de voir comment il se présente. Il ne s'attribue pas le pouvoir, il dit qu'il le reçoit directement de son dieu, Ahura Mazda. Ce qui est encore plus intéressant, c'est de se rendre compte que ce message, aussi puissant soit-il, n'était pas unique. En fait, il suivait un modèle, une sorte de formule de communication royale extrêmement précise. Et ça, c'est un détail clé. Sur le même rocher, il n'y a pas une, mais 2 tablettes, l'une à côté de l'autre. Et la seconde, eh bien, elle a été gravée par le fils et successeur de Darius. Le procédé est d'une simplicité redoutable. Son fils, Xerxès, a repris la formule de son père mot pour mot. Il a juste remplacé Darius par Xerxès. C'est un exemple parfait de propagande dynastique, une véritable stratégie de com politique pensée pour assurer la continuité et la légitimité du pouvoir. Un copier-coller royal, en quelque sorte. On peut donc décomposer cette formule en 5 étapes très claires. C'est une véritable recette pour asseoir son pouvoir. Chaque étape est pensée pour renforcer l'autorité du roi en l'ancrant directement dans l'ordre divin. C'était une communication incroyablement efficace. Et il ne faut surtout pas oublier l'échelle. Chaque tablette mesure près de 3 mètres de large sur quasiment 2 mètres de haut. Ce sont des déclarations monumentales, faites pour impressionner et surtout pour durer. Le travail qu'il a fallu pour sculpter ça dans le granit à flanc de montagne, c'est tout simplement ahurissant. Bon, mais alors, quel était le but final de tout ça ? Pourquoi un tel déploiement d'efforts pour un message que, finalement, peu de gens allaient voir ? C'est là qu'on touche à la véritable intention derrière Ganj-Nameh. L'interprétation des experts aujourd'hui est saisissante. Ces inscriptions, elles n'étaient pas destinées aux voyageurs. C'était un message adressé aux dieux et à l'éternité elle-même. C'était une façon de graver son règne dans le paysage, de le rendre aussi immuable et éternel que la montagne qui le porte. Et d'une certaine manière, ils ont réussi. Nous revoilà devant cette paroi rocheuse. Les empires se sont effondrés, les langues ont disparu, mais le message, lui, il est toujours là, presque intact. C'est un testament incroyable de l'ambition humaine et du désir de laisser une trace. Et tout ça, ça nous amène à une question.
assez vertigineuse finalement. Si on avait la possibilité aujourd'hui de graver un message qui resterait là pendant 2500 ans, qu'est-ce qu'on écrirait? Quelle idée, quel nom ou quelle croyance on voudrait confier comme ça à la pierre pour l'éternité? Ça fait réfléchir, n'est-ce pas?